Le 3 avril 2026, au-dessus de la ville d'Ifassan, un chasseur américain est abattu par la défense aérienne iranienne. À son bord, 2 hommes, le pilote et son officier d'armement. Tous deux parviennent à s'éjecter avant l'impact. 7 heures plus tard, le pilote est récupéré. L'officier, lui, a atterri ailleurs, plus à l'est, plus profondément en territoire hostile, dans une zone désertique et accidentée, et il est blessé. Il se réfugie dans les montagnes. Il dispose d'une balise de détresse, bien évidemment, mais s'en servir, c'est trahir sa position aux forces iraniennes qui peuvent l'intercepter avant les Américains. Il l'utilise donc avec parcimonie, par intermittence trop courte pour qu'une triangulation classique aboutisse. Et pourtant, 40 heures après le crash, il est extrait, sain et sauf. Quelques jours plus tard, un article du New York Post attribue ce sauvetage à un dispositif tenu jusque-là secret. Selon le journal, la CIA aurait localisé l'officier en détectant le champ magnétique produit par les battements de son cœur, à plusieurs kilomètres de distance, au milieu d'un désert peuplé d'animaux, de patrouilles, de véhicules. Au sein du champ magnétique terrestre lui-même, des milliards de fois plus intense que le signal recherché. Ce dispositif aurait un nom, Ghost Murmur, le murmure fantôme. L'histoire fait le tour des plateaux en quelques heures et a piqué la curiosité des scientifiques et des journalistes. Certains parlent de rupture stratégique, d'autres de science-fiction. Le Pentagone et la CIA, quant à eux, refusent de commenter. Et lorsqu'on tente d'obtenir des réactions des chercheurs qui ont bossé sur le projet, on se heurte à un mur. La plupart sont liés par des accords de confidentialité. Le silence est épais, un silence aussi épais, dans une communauté académique habituée à la publication ouverte. Reste alors une série de questions. Que sait-on exactement sur cette technologie? Jusqu'où la physique permet-elle d'aller dans la détection magnétique à distance? Et si Ghost Murmur, tel qu'il est décrit dans le New York Post, ne correspond pas tout à fait à la réalité? Pourquoi tant de précautions? Pourquoi tant de silence? Ce que nous allons découvrir ensemble, c'est qu'il existe bien une technologie réelle derrière cette histoire. Une technologie qui ne ressemble peut-être pas à ce qu'on en dit, mais dont les enjeux dépassent largement le sauvetage d'un pilote. Une technologie que les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne, l'Australie et la Chine considèrent aujourd'hui comme l'un des terrains les plus critiques de la prochaine décennie, au même titre que les semi-conducteurs. Pour comprendre ce qu'est réellement Ghost Murmur, il faut d'abord prendre l'hypothèse au sérieux. Admettons, pour le besoin de démonstration, que l'article du New York Post dise la vérité, que la CIA a vraiment pu mesurer les uniques battements de cœur de cet officier. Quelles seraient alors les caractéristiques d'un tel dispositif? L'article lui-même fournit un point de départ. Il rappelle d'abord un fait scientifique connu. Le signal magnétique du cœur est si faible qu'on ne sait habituellement le mesurer avec des capteurs pratiquement collés à la poitrine. Puis il avance une affirmation autrement plus audacieuse. Des progrès récents dans un domaine appelé la magnétométrie quantique, et plus particulièrement dans le développement de capteurs construits autour de défauts microscopiques dans les diamants synthétiques, auraient rendu possible la détection de ces signaux à des distances bien plus grandes. Un fait donc, et une promesse. C'est sur la seconde que repose toute l'histoire. Le corps humain produit effectivement un champ magnétique. La raison est élémentaire. Tout courant électrique circulant dans un conducteur engendre autour de lui un champ magnétique. Or, l'organisme fonctionne à l'électricité. Nos neurones, nos muscles, notre cœur s'animent à travers des impulsions électriques infimes mais permanentes. De fait, chacune de ces impulsions produit en retour son propre signal magnétique. Et le cœur émet le plus intense de ces signaux. Et si c'est le cas, c'est parce que ces fibres musculaires se contractent de manière coordonnée, presque instantanément. Le courant se superpose au lieu de s'annuler. Le champ qui en résulte est de l'ordre de 50 à 100 picotesla. Pour donner un ordre d'idée, c'est environ 1 million de fois plus faible que le champ magnétique terrestre dans lequel nous baignons en permanence. Un signal noyé dans un bruit 1 million de fois plus puissant. C'est pourquoi il a fallu attendre 1963 pour mesurer pour la première fois le champ magnétique d'un cœur humain. Ça s'est fait dans un champ isolé, loin de toute installation électrique, loin de toute civilisation, sur un dispositif protégé du moindre tremblement mécanique. Donc oui, tu es littéralement un aimant ambulant.
Pour essayer de passer du laboratoire au monde réel, il a fallu un instrument plus sensible. Il est apparu dans les années 70 sous la forme d'un dispositif appelé SQUID, Superconducting Quantum Interference Device. Un SQUID peut mesurer des champs de l'ordre du femtotesla, soit 1000 fois plus faibles que ceux qu'émet un cœur. Un saut spectaculaire à tel point que la marine américaine dès cette époque a cru pouvoir et a tenté d'embarquer ses capteurs sur des avions et des hélicoptères pour détecter les sous-marins ennemis à travers leurs signaux magnétiques. Le programme n'a jamais réellement abouti, pour une raison technique simple. Un SQUID ne fonctionne qu'à température très proche du zéro absolu. Il exige de l'hélium liquide en continu, une enceinte cryogénique stable, un blindage électromagnétique soigneux. Autant de choses difficilement compatibles avec le ventre d'un hélicoptère et impensables sur un drone léger survolant un désert. C'est donc le cahier de charge d'un Ghost Murmur réaliste que l'on peut commencer à esquisser. L'instrument devrait, premièrement, mesurer un signal cardiaque déjà affaibli par la distance. Deuxièmement, fonctionner sans cryogénie, hors d'un laboratoire blindé et sur une plateforme mobile. Troisièmement, distinguer le signal d'un corps humain donné parmi ceux d'animaux, de patrouilles ennemies et de pièces métalliques diverses. Quatrièmement, s'imposer face au bruit magnétique colossal du globe terrestre et des roches alentours. Aucun SQUID, même optimisé à l'extrême, ne satisfait ces 4 conditions simultanément. Il faut donc un capteur d'un autre type. Et c'est ici qu'interviennent les diamants. Pour comprendre comment un diamant peut servir d'instrument scientifique, il faut d'abord se débarrasser de l'image qu'on en a. Oubliez les bagues de fiançailles. Un diamant, pour un physicien, c'est avant tout un objet d'une régularité extraordinaire. Imaginez une grille en 3 dimensions, comme un échafaudage parfait, dans lequel chaque nœud serait occupé par un atome de carbone et chaque atome serait lié à 4 voisins par des liaisons solides appelées liaisons covalentes. Cet échafaudage, c'est le diamant. C'est une structure tétraédrique qui explique sa dureté. La grille est si serrée qu'il est presque impossible de la déformer. De plus, la lumière visible n'a pas assez d'énergie pour stimuler ses électrons et le traverse donc sans être absorbé. C'est la raison pour laquelle un diamant est transparent. Ce détail aura son importance. Du fait de cette perfection, un diamant pur ne réagit pas non plus aux champs magnétiques. Pour la magnétométrie, la mesure des champs magnétiques, un diamant parfait est inutile. C'est pourquoi le diamant utile à la science quantique n'est pas un diamant parfait. C'est un diamant volontairement abîmé, chimiquement cassé à un endroit précis et d'une manière extrêmement précise. Je vais l'expliquer simplement. Cette opération tient en 2 gestes. D'abord, on remplace un atome de carbone de la grille du diamant par un atome d'azote, l'élément qui compose 78% de l'air que nous respirons. Son insertion dans le diamant, appelée généralement dopage, est aujourd'hui une opération industrielle de routine. Ensuite, on retire l'atome de carbone qui se trouve juste à côté de cet azote. À la place, il ne reste rien. C'est un trou, une case vide. Les physiciens appellent ce trou une lacune. Mot pour mot, une vacance, une absence. Cette combinaison, un atome d'azote et juste à côté de lui un trou, un vide, constitue ce qu'on appelle un centre azote-lacune. En anglais, Nitrogen Vacancy Center, abrégé en NV Center. C'est le nom qu'il faut retenir, parce que c'est de cet infime défaut et de lui seul que naît toute la suite. Pourquoi est-ce qu'un trou dans un cristal aurait des propriétés intéressantes, me demanderez-vous? La réponse passe par une notion qu'il faut prendre un instant à définir, le spin. On a souvent une image vague de ce qu'est un électron, une particule minuscule qui porte une charge électrique négative et qui orbite autour du noyau des atomes. Mais l'électron a une seconde propriété plus étrange, qui n'a aucun équivalent direct dans le monde de tous les jours. Cette propriété, c'est le spin. Formellement, le spin est un moment cinétique intrinsèque. L'électron se comporte comme s'il tournait en permanence sur lui-même. Sauf qu'il ne tourne pas vraiment comme on imagine une toupie. C'est une propriété purement quantique, sans équivalent mécanique exact. Donc il est un peu difficile de se le représenter. Mais l'analogie tient sur un point essentiel. Un objet chargé qui tourne génère autour de lui un champ magnétique. C'est pour cette raison qu'un électron se comporte comme un minuscule aimant. Puisqu'on ne peut pas voir le spin, on utilise des analogies mathématiques ou graphiques.
Chaque électron porte en lui une infime aiguille de boussole, qui peut pivoter vers le haut ou vers le bas. Et comme toute aiguille de boussole, elle réagit en présence d'un champ magnétique extérieur. De la même manière, le spin d'un électron exposé à un champ magnétique s'oriente. Revenons à notre diamant troué. Autour de la lacune, deux des électrons en jeu se retrouvent dans une configuration particulière. Ils ne participent à aucune liaison covalente du cristal, puisque l'atome de carbone auquel ils étaient liés a été retiré. Et donc leurs spins sont libres de s'orienter indépendamment. Selon que ces deux aiguilles pointent dans le même sens ou en sens opposé, le centre azote lacune, NV, se comporte comme un aimant minuscule, dont la configuration dépend de la moindre variation du champ magnétique autour de lui. On vient donc de fabriquer à l'échelle de deux atomes le plus petit détecteur de champ magnétique imaginable. Reste à savoir comment on lit les valeurs de ce détecteur. La réponse est élégante, avec de la lumière. Quand on éclaire le centre NV avec un laser vert, les électrons absorbent l'énergie de la lumière et passent dans un état excité, comme un enfant après une boisson sucrée. Mais cet état est instable. Au bout d'une fraction de seconde, ils retombent vers leur état normal. Et en retombant, ils renvoient une partie de l'énergie absorbée sous forme de lumière d'une couleur différente. Le laser entrant était vert, la lumière qui sort est rouge. C'est ce qu'on appelle une fluorescence. Et voici l'astuce centrale. L'intensité de cette fluorescence dépend de l'orientation des spins des deux électrons, qui dépend elle-même du champ magnétique extérieur. En mesurant simplement combien la lumière rouge est brillante, on déduit le champ magnétique qui agit sur le centre NV. Hello, tu es encore là? Ne t'inquiète pas, ce ne sera plus long. Le protocole tient en 3 étapes. On éclaire le diamant avec un laser vert. On regarde la lumière rouge qui en ressort et on en déduit le champ magnétique. C'est tout. Pas de refroidissement extrême, pas de chambre blindée, pas d'enceinte sous vide. Un petit cristal de diamant imparfait, les spins de 2 électrons, un laser, un détecteur de lumière. Et voilà. Cette simplicité change tout. Le SQUID, l'autre grand magnétomètre quantique qu'on a évoqué tout à l'heure, ne fonctionne qu'à des températures proches du zéro absolu et exige une infrastructure cryogénique qui le rend inutilisable hors du laboratoire. Le magnétomètre à diamant, lui, fonctionne à température ambiante. Il peut être posé sur une table, miniaturisé, durci pour résister aux vibrations et aux chocs. Placé dans un satellite, embarqué dans un drone, posé sur le pont d'un sous-marin, logé dans un système de guidage d'un missile. Dans toute l'histoire de l'instrumentation quantique, c'est une exception. Toutes les autres grandes plateformes, atomes refroidis par laser, ions piégés, qubits supercalculateurs d'IBM ou de Google, exigent des conditions de laboratoire incompatibles avec le terrain, encore moins le terrain militaire. Le diamant NV est l'une des seules technologies quantiques véritablement opérationnelles à température ambiante. Cela suffit à soi seul à expliquer pourquoi il est devenu un objet d'intérêt majeur pour les agences de défense de la planète tout entière. Reste alors la question qui nous ramène au désert iranien. Cette sensibilité, aussi remarquable soit-elle, est-elle suffisante pour entendre un cœur à plusieurs kilomètres ? Il existe en physique une loi qui décide à elle seule du sort de la plupart des dispositifs de détection à distance du champ magnétique. C'est la loi de décroissance des champs magnétiques produits par une source dipolaire, comme le cœur. Cette loi dit que l'intensité d'un tel champ, d'un champ à 2 pôles, nord et sud par exemple, décroît avec le cube de la distance. Pas le carré, le cube. À 1 mètre de la poitrine, qui est la distance d'un médecin penché sur son patient, le champ magnétique du cœur a déjà été divisé par 1000. À 10 mètres, par 1 million. À 100 mètres, par 1 milliard. Et à 50 km, la distance à laquelle le champ magnétique cardiaque de l'officier aurait été mesuré par la CIA selon le New York Post, eh bien, l'intensité du signal est divisée par 100 millions de milliards. Est-ce que vous réalisez ? En valeur absolue, au contact direct, le champ cardiaque vaut 5 fois 10 à la puissance moins 11 Tesla. À 50 km, il ne vaut plus que 10 puissance moins 28 Tesla. À titre de comparaison, le champ magnétique terrestre dans lequel nous baignons en permanence
Et à cette distance de 50 km, environ 100 000 milliards de fois plus intense que le signal qu'on cherche à extraire, c'est-à-dire le signal du cœur. Est-ce que vous réalisez ce que ça signifie? Pour mieux saisir encore ce que représente ce chiffre, il faut le comparer à ce que l'humanité sait actuellement mesurer. Le squid le plus performant jamais construit atteint une sensibilité de l'ordre de 10 puissance moins 15 Tesla. Le meilleur magnétomètre à diamant NV dans ses configurations les plus optimisées, lui descend à environ 10 puissance moins 12 Tesla, soit 1000 fois moins puissant que le meilleur des squids, bien que son intérêt se trouve dans sa déployabilité sur le terrain. Et pourtant, l'article du New York Post suggère un dispositif spatial capable de mesurer un signal de l'ordre de 10 puissance moins 28 Tesla. L'écart est de 13 à 16 ordres de grandeur. Autrement dit, pour qu'un capteur soit capable d'entendre à 50 km le cœur d'un homme caché derrière une crête de montagne, il faudrait qu'il soit 10 000 milliards de fois plus sensible que tout ce que l'humanité a construit à ce jour, et encore 1000 fois plus que ça. On ne parle pas d'une amélioration incrémentale. C'est un saut technologique. C'est l'équivalent d'une nouvelle physique. Et l'on n'a pas tout dit. À cette difficulté de sensibilité brute s'ajoutent plusieurs sources de bruit. Le désert iranien n'est pas vide. Il abrite des chèvres, des oiseaux migrateurs, une faune sauvage. Autant de cœurs qui battent, parfois plus volumineux que celui d'un être humain, et qui produisent leurs propres signaux magnétiques. Il abrite aussi des patrouilles iraniennes, dont chaque soldat possède un cœur. Le satellite, le drone, ou juste l'appareil sur lequel l'instrument de mesure serait monté, génère son propre bruit magnétique. Les roches du sol contiennent du fer. Et au-dessus de tout ça règne le champ magnétique terrestre, 17 ordres de grandeur supérieurs au signal que l'on prétend extraire. Que faut-il conclure? Pas que Ghost Murmur n'existe pas, pas que la CIA n'a pas localisé l'officier, simplement que si un tel dispositif a été utilisé, il ne fonctionne pas en détectant les battements de cœur. Le scénario tel que la presse l'a raconté est physiquement impossible. Donc non, la CIA ne peut pas, depuis l'espace, distinguer le battement de cœur d'un homme. Reste à comprendre alors ce qu'il pourrait en être réellement. Pourquoi la CIA et les chercheurs ne ferment pas rapidement ce dossier en démontant scientifiquement les allégations du New York Post? Une seconde. Si l'enquête te plaît, ton abonnement et ton partage aident énormément au référencement de la vidéo. On y retourne. Le 13 mars 2024, un Airbus A320 de Finnair, en approche de l'aéroport de Tartu en Espagne, perd brutalement son signal GPS. L'équipe doit faire demi-tour vers Helsinki. L'incident n'est pas isolé. Depuis cette zone, la frontière baltique avec la Russie, des dizaines d'appareils civils signalent chaque semaine que leur position affichée saute soudainement de plusieurs centaines de kilomètres ou disparaît purement et simplement. Au-dessus de la mer Noire, en mer Rouge, dans le golfe Persique, le même scénario se répète. Des cargos qui apparaissent à l'intérieur des terres, des drones militaires qui s'écrasent sans explication, des missiles qui ratent leur cible de plusieurs kilomètres. Le GPS a un défaut de naissance. Les signaux qu'ils émettent proviennent de satellites situés à 20 000 km d'altitude. Et lorsqu'ils arrivent au sol, leur puissance est comparable à celle d'une ampoule de poche allumée à 10 000 km de distance. C'est comme essayer d'entendre un chuchotement dans un stade en plein concert. Autant dire qu'un brouilleur portatif posé dans un coffre de voiture suffit à effacer les signaux GPS sur une zone de la taille d'une ville. Une ville. Et depuis le début des années 2020, ce qui était autrefois une vulnérabilité théorique est devenu une arme quotidienne, avec les conflits en Ukraine et au Proche-Orient, où le brouillage est devenu légion. Le danger est d'autant plus grand que nos sociétés dépendent du GPS non seulement pour la navigation, mais aussi pour la synchronisation du temps dans les réseaux électriques et bancaires. Les états-majors ont donc cherché depuis longtemps une alternative, une manière de savoir où l'on se trouve sans dépendre du ciel. Et la solution, étonnamment, vient sous nos pieds. Le champ magnétique de la Terre n'est pas uniforme. Il varie d'un endroit à l'autre, selon les roches présentes dans le sous-sol, les dépôts métalliques, les structures géologiques profondes. À chaque point du globe correspond une signature magnétique unique,
une empreinte digitale du sol, invisible à l'œil nu, mais parfaitement stable dans le temps. Si l'on dispose d'une carte de ces empreintes et d'un instrument assez précis pour les lire en mouvement, on peut déduire sa position simplement en mesurant le champ magnétique sous nos pieds. Sans satellite, sans antenne, sans aucun signal extérieur qu'un adversaire pourrait brouiller. On appelle cela la navigation par anomalie magnétique. L'idée existe depuis les années 90, mais elle butait sur un mur. Aucun magnétomètre embarqué n'était à la fois assez sensible, assez stable et assez petit pour fonctionner sur un avion ou sur un sous-marin en mouvement. Les diamants NV ont alors fait sauter ce verrou. Plusieurs essais conduits depuis 2022, notamment dans le cadre du programme américain MagQuest, financé par l'agence cartographique du Pentagone, ont montré qu'un capteur à diamant correctement intégré pouvait fournir une précision jusqu'à 50 fois supérieure à celle des systèmes de navigation inertiels classiques. Imaginez ce que ça change. Un sous-marin nucléaire qui sait exactement où il se trouve sans jamais remonter à proximité de la surface, donc sans jamais devenir détectable. Car oui, pour se localiser de manière absolue, les sous-marins doivent se rapprocher de la surface et faire sortir leurs antennes, l'eau étant un obstacle infranchissable pour les ondes électromagnétiques. Le signal GPS ne peut pas être capté en profondeur. Pareillement, avec ça, un drone peut opérer en territoire hostile sans dépendre d'aucun lien radio. Et un missile de croisière peut atteindre sa cible même quand le spectre électromagnétique au-dessus du champ de bataille est complètement saturé. La navigation par anomalie magnétique, c'est pour les armées qui en disposent une forme d'indépendance vis-à-vis du ciel, de l'espace. Et tant qu'à faire, le même instrument fonctionne également dans l'autre sens. Si un magnétomètre à diamant peut lire le champ magnétique terrestre, il peut aussi détecter les objets qui le perturbent. Un sous-marin furtif déforme localement le champ magnétique de son environnement. Un bunker enterré laisse une trace. Une mine sous-marine émet une signature. La même technologie qui permet de naviguer dans le noir permet de voir ce que l'ennemi croyait caché. Les enjeux militaires et tactiques sont donc réels. Enfin, et c'est sans doute l'enjeu le plus long terme, le même défaut atomique qui sert à mesurer un champ magnétique, le centre NV donc, peut être utilisé comme qubit, l'unité de base d'un ordinateur quantique. Il a un avantage décisif sur toutes les autres plateformes. Il fonctionne à température ambiante. Pas non plus besoin de chambres isolées. Un ordinateur quantique à diamant pourrait à terme tenir dans un rack de serveurs ordinaire. Voilà donc le vrai catalogue. Une navigation indépendante, des satellites, une détection invisible et une informatique quantique transportable. Aucune de ces capacités ne consiste à entendre un cœur à 50 km de distance. Toutes en revanche suffisent à expliquer pourquoi des chercheurs signent des accords de confidentialité et pourquoi la CIA préfère laisser circuler une histoire absurde plutôt que de répondre aux journalistes. Reste maintenant à savoir, quelle des nations dans le monde est en train de gagner cette nouvelle course? Nous sommes en 2023. À plusieurs reprises, un submersible chinois descend dans les eaux profondes de la mer de Chine méridionale. Il s'appelle Shenghai Yongshi, littéralement le guerrier des profondeurs. À son bord, parmi les instruments scientifiques classiques, un objet plus discret, un magnétomètre à diamant NV, conçu par l'équipe du professeur Jiang Feng à l'Université des sciences et technologies de Chine. Officiellement, c'est une mission de recherche océanographique. Officieusement, c'est l'un des premiers déploiements opérationnels d'un capteur quantique de pointe sur une plateforme à vocation duale, dans une zone que Pékin revendique comme intérieure et dont plusieurs voisins contestent vivement la souveraineté. C'est une stratégie qui fusionne habilement le civil et le militaire. La recherche océanographique sert de couverture au perfectionnement d'outils de détection sous-marine furtive. Au même moment, à quelques milliers de kilomètres de là, dans une usine du sud de l'Angleterre, une entreprise nommée Element 6, un clin d'œil au sixième élément du tableau périodique, le carbone, dont la forme cristallisée donne le diamant, filiale du groupe diamantaire de Beers, plus connu pour ses bagues de fiançailles, fait croître, atome par atome, les diamants les plus purs du monde. Ce sont eux que la marine américaine utilise pour ses propres essais de navigation magnétique. Ce sont eux aussi
que les laboratoires chinois achètent pour leurs propres expériences les plus exigeantes. Element 6 fournit aux deux camps. Ah oui, il ne fait pas de tri. C'est à ce jour la matière première de référence, l'équivalent quantique de ce que sont les machines d'ASML pour les semi-conducteurs. Ces deux scènes, lointaines en apparence, racontent une même histoire. Une compétition mondiale s'est cristallisée ces 5 dernières années autour des centres NV. D'un côté, un écosystème occidental distribué, Element 6 au Royaume-Uni pour le matériau, Quantum Brilliance en Australie et en Allemagne pour les ordinateurs quantiques à diamant, le Fraunhofer IAF et les laboratoires de Delft pour la recherche fondamentale, l'agence DARPA américaine pour le financement des prototypes militaires. De l'autre, une stratégie chinoise plus concentrée, organisée autour d'un nombre restreint d'institutions à Hefei, l'USTC pour la recherche, l'entreprise Sekiotech pour la commercialisation. Là où l'Occident répartit, la Chine centralise. Mais là où cette compétition est fascinante, ce n'est pas la simple opposition entre deux puissances, c'est que la Chine opère avec une agilité structurelle que l'Occident peine à égaler. Et ce n'est pas faute d'avoir essayé. Depuis 2015, Pékin applique officiellement la fusion civilo-militaire. Contrairement aux démocraties occidentales, où la recherche reste cloisonnée par des barrières éthiques, juridiques et administratives, la frontière y est inexistante. Un chercheur peut, la même année, publier dans une revue prestigieuse, commercialiser un brevet et installer son prototype sur un sous-marin de combat. Là où le modèle occidental se heurte à la lenteur des contrats publics et au cloisonnement des agences, le système chinois permet un transfert direct du laboratoire au champ de bataille. Et personne en Chine ne s'en étonnera. En supprimant toute friction entre science et défense, Pékin transforme ses universités en véritables arsenaux technologiques de pointe. Cette asymétrie produit déjà ses effets. Les publications scientifiques chinoises sur les centres NV dépassent désormais en volume celles de tous les autres pays cumulés. Sekiotech produit plus de microscopes NV par an que l'ensemble de ses concurrents occidentaux réunis et exporte ses instruments, devinez où, jusque dans les laboratoires européens et nord-américains qui les utilisent pour faire leurs propres recherches. L'écosystème mondial du diamant classique tourne en partie sur des instruments chinois. Et c'est là qu'apparaît une comparaison qui devrait inquiéter beaucoup de stratèges occidentaux. Tout le monde a entendu parler de la guerre des semi-conducteurs. Cette compétition stratégique entre les États-Unis et la Chine pour le contrôle des puces avancées, où l'Occident détient les outils, les machines de lithographie d'ASML, les logiciels de conception américains et où la Chine s'épuise à rattraper le retard. Le combat porte sur la chaîne d'outils et l'avantage occidental, pour l'instant, écrase. Vraiment là-dessus, il n'y a pas de débat. Mais dans la guerre des diamants, la configuration est inversée. L'Occident détient le meilleur matériau, Element 6, mais c'est la Chine qui domine la production des instruments finis. L'Occident a les ingrédients, la Chine remplit les rayons des magasins. Et l'histoire récente, qu'il s'agisse des batteries au lithium, du photovoltaïque ou des terres rares, a démontré une leçon désagréable pour Washington et Bruxelles. À long terme, celui qui contrôle les rayons, la production, finit souvent par compter davantage que celui qui contrôle les ingrédients. Parce que c'est lui qui détermine ce qui est disponible, à quel prix et à quelle vitesse. C'est pourquoi depuis 2024, les diamants de qualité quantique sont entrés discrètement dans les discussions de l'arrangement de Wassenaar, le traité international qui encadre les exportations de biens à double usage. Plusieurs commissions parlementaires américaines et britanniques évoquent désormais ouvertement l'idée d'étendre aux diamants quantiques la doctrine du Small Yard, High Fence, appliquée aux puces depuis 2022. Littéralement, petit jardin, haute clôture. Au lieu d'un découpage économique général, on cible un nombre restreint de technologies critiques et on les protège de la concurrence par des restrictions quasi infranchissables. C'est ce qui se fait déjà aujourd'hui avec les puces IA et leur exportation vers la Chine. Mais l'exercice ici sera plus difficile que pour les semi-conducteurs. Le diamant synthétique a une multitude d'usages parfaitement civils. Électronique de puissance, outillage, industriel, optique, joaillerie technique. Ils rendent les restrictions plus difficiles à imposer. Et la Chine produit déjà la majorité du diamant industriel mondial. Aucune sanction occidentale ne peut effacer cette base. Toute tentative de restriction risque même, comme cela a déjà été observé pour les puces, d'accélérer le développement d'alternatives chinoises plutôt que de l'entraver. Voilà donc la réelle situation. Pendant que les médias parlent de battements de cœur entendus depuis l'espace,
Des sous-marins chinois testent les capteurs quantiques dans les eaux disputées. Les usines britanniques fabriquent en silence le diamant que les deux camps utilisent. Les gouvernements occidentaux s'interrogent sur la manière d'éviter de perdre sur cette technologie-là la même partie qu'ils sont en train de jouer sur les semi-conducteurs. C'est cette partie-là qui se joue, pas celle qu'on raconte dans les journaux. C'est le jeu de la vraie géopolitique de l'innovation. Reste à boucler la boucle, à revenir à la ville d'Ifassan, à l'officier extrait dans le désert, à cet article du New York Post qui aura été le point de départ de notre enquête. 3 hypothèses restent ouvertes. La première, l'article est une invention pure, fabriquée par un journaliste pressé et amplifiée par une chaîne d'agrégateurs sans vérification. La seconde, l'article repose sur une fuite réelle, mais déformée par des intermédiaires qui ne maîtrisent pas la physique. Et ce qui était sans doute une démonstration de navigation magnétique est devenu dans la traduction médiatique une histoire de battement de cœur. La troisième, l'article est une opération volontaire, conçue pour attirer l'attention sur une technologie fictive afin de protéger une technologie réelle. C'est ce que les Britanniques avaient fait en 1940 avec leur fameuse histoire des pilotes mangeurs de carottes, censés leur donner une vision nocturne exceptionnelle. Alors qu'en réalité, il s'agissait de masquer l'existence du radar qu'ils venaient d'embarquer dans leurs avions. Un précédent que les historiens du renseignement citent encore comme l'un des modèles du genre. Aucune de ces 3 hypothèses ne peut être tranchée publiquement. Et c'est précisément cela qui constitue pour les services impliqués un avantage. Tant que le débat porte sur la question de savoir si la CIA peut entendre un cœur à 50-60 km, il n'attire pas l'attention sur la véritable question, qui est de savoir si la marine américaine est en train de déployer sur ses sous-marins de nouvelle génération des systèmes de navigation magnétique permettant de se passer du GPS, ou si la marine chinoise teste en mer de Chine méridionale des capteurs capables de cartographier les corridors empruntés par les sous-marins américains, ou si les puissances européennes, plus discrètement, intègrent ces dispositifs à leur programme de missiles. Aucune de ces questions n'a à ce jour une réponse publique. Et c'est dans ce silence que s'écrit en ce moment la prochaine page de l'histoire des rapports de force. Il y a une leçon plus large à tirer de toute cette affaire. Lorsqu'une technologie quitte le laboratoire pour entrer dans la sphère stratégique, elle cesse d'appartenir à la communauté scientifique qui l'a fait naître. Elle devient un actif de l'État. Et la première chose qu'un État fait d'un tel actif, c'est de brouiller la perception qu'on en a, en exagérant ce qu'il sait faire, en minimisant ce qu'il prépare, ou parfois en racontant volontairement à côté. Ghost Murmur, le murmure fantôme, à cet égard, n'est ni vrai ni faux au sens strict. C'est un objet médiatique qui tient lieu de fumée. Et derrière la fumée, ce qui se cache, c'est moins un instrument capable d'entendre les cœurs qu'une technologie capable d'affranchir les sociétés entières de leur dépendance au signal satellitaire. Une technologie qui, si elle tient ses promesses, redessinera silencieusement, dans les 10 prochaines années, plusieurs équilibres stratégiques majeurs. Le diamant, longtemps associé au luxe et à la séduction, est en train de devenir, dans des laboratoires d'Oxford, de Hayford, de Stuttgart, de Sydney, l'un des matériaux les plus politiques, stratégiques et scientifiques de notre époque. Une infime imperfection créée dans son réseau cristallin, un atome d'azote, une lacune voisine, suffit à en faire un outil de pouvoir et de technologie. Quant à savoir qui, du pôle occidental ou du pôle chinois, parviendra le premier à industrialiser ces capteurs à l'échelle qui leur conférera une véritable supériorité opérationnelle, c'est précisément la question à laquelle aucun des chercheurs interrogés ne pouvait ou ne voulait répondre. Pourtant, c'est probablement ça, la seule réponse qui compte vraiment. Une dernière chose, cette enquête était partie d'une histoire absurde, du cœur d'un officier entendu depuis l'espace. Elle nous aura menés un peu plus loin que prévu. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. Dis en commentaire ce que tu penses qu'il en est de cette affaire. Toutes tes idées, toutes tes théories, même les plus farfelues, qu'on en discute. Je lis tous vos commentaires et j'y prends beaucoup plaisir. En plus, ça aide la vidéo à exister. Abonne-toi pour ne rien manquer de la suite. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle exploration technologique.